l'histoire, et Léo l'a dit, j'ai travaillé d'abord sur cette question du financement, et ça me paraît être une très bonne façon d'entrer dans le sujet. Et pour tout vous dire, c'est comme ça que moi j'ai compris quand l'affaire Betaram a surgi en février 2025 dans la presse, dans un article de Mediapart, c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait un énorme problème qui se cachait derrière ces premières révélations, parce que j'avais travaillé sur cette question du financement. Je vais commencer par vous décrire le modèle de financement public de l'enseignement privé sous contrat. On est au cœur du sujet, puisque l'école sous contrat, cette relation entre l'État et les établissements, elle est fondée sur le contrat d'association depuis 1959, la loi Debré, et vous allez le voir, ce contrat d'association, il pourrait se résumer à une chose seulement, à de l'argent public qui tombe chaque année de façon absolument non contrôlée dans les caisses de 7500 établissements qui scolarisent 2 millions d'élèves. C'est pour fixer un peu les ordres de grandeur. Vous voyez qu'on ne parle pas d'une petite chose, c'est à peu près 17% des élèves qui sont scolarisés dans notre pays. Ce modèle de financement, il est absolument opaque, il est hors de contrôle, et il évolue aujourd'hui, c'est mon analyse, il évolue au bord du cadre légal. C'est les 3 grands points que je vais aborder avec vous, et ensuite nous verrons les conséquences d'une situation qui est absolument inouïe, d'un abandon total de ces établissements, de ces élèves, qui a conduit à des drames comme le drame de Betaram. Alors je vous disais d'abord que le système de financement public de l'enseignement privé sous contrat en France est opaque, parce que, et ça a été une constatation assez stupéfiante lors des travaux que je conduisais il y a 2 ans, Léo le rappelait, personne dans notre pays n'est capable de chiffrer à l'euro près le montant total de la dépense publique, celle de l'État, celle des collectivités territoriales, consacrée aux établissements privés sous contrat. Ce chiffre n'existe absolument nulle part. Et je l'ai demandé au ministère de l'Éducation nationale, je l'ai demandé à l'AMF, qui représente les communes, aux régions de France, aux départements de France, je l'ai demandé même à la Cour des comptes, je l'ai demandé au DGFiP, partout où je pensais trouver des interlocuteurs me permettant de disposer de cette information, j'ai posé la question et personne n'en disposait. C'est absolument stupéfiant parce que vous savez probablement comme moi que pour tout un tas de dépenses publiques, beaucoup de personnes sont capables de vous dire à l'euro près leur montant pour vous dire qu'elle est trop importante et qu'il faudrait tout de suite la diminuer. Si je m'étais posé la question de savoir le RSA par exemple, chaque année ça représente combien pour les départements, j'aurais eu à disposition immédiatement 1000 données extrêmement précises me permettant de faire cette mesure. Cela n'existe pas pour cette dépense-là en particulier, et force est de constater que cette opacité, elle est absolument construite. Elle est voulue, puisqu'il n'y a aucune volonté d'agréger des données qui sont éparses, qui existent, qui sont jamais réunies pour permettre une évaluation finale, et cette évaluation, elle est très dure. À la fin de ces travaux de plusieurs mois, je suis arrivé à une estimation, et cette estimation se situe entre 12 et 15 milliards d'euros par an, toutes dépenses confondues, État, collectivité, commune, département, région. Et vous voyez que c'est absolument considérable, 12 à 15 milliards d'euros par an. Et vous voyez que c'est une épaisseur du trait, comme on dit, qui est elle aussi assez importante. 3 milliards, c'est quand même... Mon évaluation n'est pas très précise, elle ne paraît pas très satisfaisante. Elle ne l'est pas satisfaisante, mais je ne peux pas faire mieux, parce que j'ai constaté que dans ces informations disponibles, on peut trouver, il y a une information qui est précise, c'est le montant que l'État consacre à ces établissements. C'est le budget, c'est le programme 139 du budget d'éducation, c'est à peu près 9 à 10 milliards d'euros. Donc ça, c'est une base, elle est précise, elle est disponible chaque année. Puis quand on va regarder du côté des régions, du côté des départements, on peut reconstituer des choses. Mais j'ai constaté qu'il y avait des dépenses qui, systématiquement, n'étaient par exemple jamais comptabilisées. Je vais vous donner un exemple. Dans l'éducation nationale, dans l'administration centrale, au ministère, dans les rectorats, dans les inspections académiques, il y a des fonctionnaires d'État, qui sont payés sur fonds publics, bien sûr, qui assurent le suivi de la carrière des enseignants du privé sous contrat. Et c'est beaucoup de monde, puisque quasiment tous les personnels enseignants du privé sous contrat, ils sont rémunérés sur fonds publics. Eh bien, on estime que ces dépenses, qu'on appelle des dépenses administratives, nous les avons estimées à près de 800 millions d'euros par an. C'est beaucoup, 800 millions d'euros par an, et pourtant ce montant, il n'est jamais intégré, il n'apparaît pas au programme 139 par exemple. C'est de la dépense de l'État, mais ça n'apparaît pas au programme 139, ça n'est jamais intégré aux éléments de mesure qui sont disponibles. Il y a d'autres dépenses, celles des collectivités, qui sont, elles, très souvent sous-estimées. Vous vous rappelez peut-être que Jean-Michel Blanquer a étendu la scolarité obligatoire à 3 ans.
effet d'aubaine pour l'enseignement privé sous contrat, puisque les élèves de 3 à 6 ans désormais sont scolarisés, et il y a des écoles privées qui proposent de les accueillir. Ce qui va avec un financement de l'État pour les enseignants, des collectivités, le forfait communal, et puis bien, on s'est demandé combien cela représentait pour les communes notamment. On a des chiffres qui circulent, qui disent 30 millions d'euros. C'est plutôt 300 millions d'euros en vérité. Là encore, vous voyez, il y a un écart qui est considérable et une sous-estimation qui est grande. Et puis vous avez des dépenses, par exemple, de niche fiscale, qui ne sont jamais mesurées. D'ailleurs, dans le dernier débat, c'était au moment dont tu parlais, j'ai interrogé la ministre du Budget pour avoir une évaluation. Elle a refusé de me la donner, mais les organismes qui gèrent les établissements privés sous contrat, les OGEC, ce sont des associations de loi 1901. Et donc elles peuvent bénéficier de déductions fiscales lorsqu'elles reçoivent des dons à hauteur de 66%. Quelqu'un qui donne 100 euros à une OGEC, là, il va avoir soit un crédit d'impôt de 66 euros. Et c'est nous tous qui finançons ce crédit d'impôt. C'est une niche fiscale. Une niche fiscale, c'est une dépense dans le budget de l'État. Personne n'est capable de mesurer son montant total. Est-ce que c'est quelques dizaines de millions d'euros? Est-ce que c'est quelques centaines de millions d'euros? Est-ce que c'est davantage, plus d'1 milliard d'euros? Je ne le sais pas. Et vous voyez que là encore, c'est une dépense qui n'est jamais mesurée, jamais intégrée, et qu'il faudrait pourtant intégrer pour pouvoir disposer d'un montant total annuel. Je vous l'ai dit, pour moi, il est entre 12 et 15 milliards d'euros. Alors, je n'ai qu'une certitude, c'est que le montant total de ces dépenses publiques augmente fortement. Le budget de l'État consacré à ces établissements, programme 139, a augmenté de 24% ces 10 dernières années. Ça n'est pas la même dynamique pour ce qui permet d'abonder le budget des écoles publiques. Certaines collectivités territoriales ont fait des choix politiques extrêmement forts en la matière, et je vous donne un exemple. La région Île-de-France, depuis qu'elle est présidée par Valérie Pécresse, a décidé d'accroître ses financements, qui sont facultatifs, à l'investissement pour les lycées privés franciliens, de 450%. Voilà une inflexion véritable. Je crois qu'on est autour de 300% d'augmentation en région Aura, chez Laurent Wauquiez. Vous avez là des dépenses qui flambent et qui se font bien sûr au détriment de l'investissement dans les lycées publics qui sont dans un état de délabrement très avancé, comme vous le savez. Des dépenses opaques, des dépenses qui augmentent, et la France est un pays qui, de ce point de vue, constitue une sorte d'exception à l'échelle des pays de l'OCDE, d'Europe, d'Amérique du Nord. C'est le seul pays du monde, quasiment, avec un autre, je vous dirai lequel juste après, qui consacre autant d'argent public au financement des établissements privés sous contrat, c'est plus de 75% de leur budget de fonctionnement, en moyenne, et qui leur demande en échange aussi peu de contrepartie. En Belgique, par exemple, le financement public est important, mais les établissements privés obéissent à la carte scolaire, et donc sont dans les enjeux de ségrégation. Le tri des élèves, le choix des élèves sont limités par le secteur de carte scolaire auquel ils sont astreints. En France, il n'y a aucune obligation de ce type. Et la France est donc une exception avec le Chili, post-Pinochet, qui est le seul pays du monde qui offre ces deux caractéristiques, beaucoup d'argent public, aucune contrepartie d'intérêt général. Voilà pour quelques éléments d'abord sur les caractéristiques générales de ce système. Alors il est opaque, il est hors de contrôle ce système de financement public des établissements privés sous contrat, car ce contrôle financier, qui est pourtant prévu par la loi, par le Code de l'éducation, pas depuis longtemps, ce contrôle financier est prévu, jusqu'à très récemment, il n'intervenait absolument jamais. Jamais, car au moment où nous avons fait le diagnostic, en effet, il intervenait au rythme d'une fois tous les 1500 ans, ce qui laissait des perspectives aux chefs d'établissement pour se dire que probablement il y avait peu de chances que les comptes de leur établissement, qui sont largement abondés par des fonds publics, soient contrôlés, soient vérifiés. Pour vous dire à quel point l'absence de contrôle, et on verra les conséquences dramatiques de cette absence de contrôle, était jusqu'à très récemment une des caractéristiques absolument fondamentales de la vie du privé sous contrat dans notre pays, il existe un autre type de contrôle qu'on appelle le contrôle administratif, qui vise à vérifier que ces établissements obéissent aux obligations légales qui leur incombent, et notamment à celles qui sont fixées par le contrat d'association. Eh bien, ces contrôles administratifs, il y en avait en moyenne un chaque année portant sur les 7500 établissements privés du pays.
Je vous donne un exemple, l'Académie de Nantes, qui est celle qui accueille la proportion la plus forte d'établissements privés sous contrat, c'est presque la moitié des établissements dans cette académie. C'est 1139 établissements. Entre 2017 et 2023, dans cette académie qui compte 1139 établissements, il y a eu un contrôle administratif. Un contrôle administratif, un contrôle financier une fois tous les 1500 ans, vous le comprenez. Il n'y avait absolument aucun contrôle dans cet établissement. Et qui dit absence de contrôle dit fraude et détournement de fonds publics. Et il nous a été décrit 4 mécanismes au moins de détournement de fonds publics. Je vais vous en décrire sur 2 d'entre eux qui sont les plus simples à comprendre. C'est quand même une question, hein, cet argent vient de l'impôt des Français et des Françaises. Par exemple, la déclaration d'heures d'enseignement fictive. Les chefs d'établissement des établissements privés sous contrat sont souvent d'anciens enseignants et pour conserver la possibilité de le redevenir, ils doivent déclarer au moins 1 heure d'enseignement. Eh bien, quasiment tous le font. Parfois, ils en déclarent 2, parfois, ils en déclarent 3, 4, 5. Mais beaucoup, en tout cas certains d'entre eux, ne dispensent jamais ces heures d'enseignement. Ces heures d'enseignement, elles sont payées par des fonds publics. Par notre argent à chacun d'entre nous ici dans cette salle, alors que la fonction de chef d'établissement, elle ne doit pas être payée sur fonds publics, elle doit l'être par d'autres produits qui abondent la caisse de l'établissement. Et vous voyez que par ce mécanisme, des fonds publics vont en vérité financer le salaire d'un personnel qui va se consacrer entièrement à la direction d'un établissement privé sous contrat. Autre mécanisme de fraude, la déclaration d'une heure de cours qui en réalité ne permet que l'enseignement durant 50 minutes. 50 minutes au lieu de 55 minutes. Alors ça paraît pas grand chose, mais 5 minutes fois 16 heures ou 18 heures qui forment le service d'un enseignant, par exemple dans le second degré, ça fait 1h30 de gagner. Et avec cette heure 30, vous pouvez proposer par exemple une option attractive pour venir capter la clientèle scolaire qui est autour de vous et venir pénaliser plus encore les établissements publics environnants. Et ça c'est un choix qui se fait dans le dos de l'éducation nationale et qui utilise des moyens publics pour servir des intérêts qui n'ont pas été validés par la puissance publique. Donc voilà un autre mécanisme, 4 mécanismes de fraude, de détournement de fonds publics, et un contrat d'association. Tout ça repose en principe sur le contrat d'association, dont on peut s'interroger sur la valeur et même parfois sur l'existence. Car la Cour des comptes a montré en 2024, ou en 2023, dans un rapport qu'elle a rendu sur cette question, que dans 21% des cas, le contrat d'association, c'est-à-dire le document, en principe signé par le préfet et le chef d'établissement, qui organise la relation contractuelle entre l'État et l'établissement, dans 21% des cas, le contrat a disparu. Personne ne peut le fournir. Personne n'en a une trace, ni dans l'établissement, ni dans les services du rectorat ou dans les services académiques. Dans un tiers des cas, le contrat a disparu, il y a un avenant au contrat, parfois il est bien ancien, mais là où il y a tous les papiers sont disponibles, c'est-à-dire le contrat, les avenants nécessaires, finalement, ça devient presque rare. Alors il n'y a pas de contrat, mais par contre l'argent public chaque année tombe. Et je ne sais pas si vous connaissez ça, mais si vous bénéficiez de contrats, vous continuez à recevoir de l'argent alors que le contrat a disparu. Je n'ai jamais vu ça en dehors des établissements privés sous contrat dans notre pays. Le contrat n'existe pas, l'argent continue de tomber. Et le contrat, un contrat en principe, on peut le casser, on peut le rompre, une des parties peut le rompre. Il paraît qu'il est incassable. Le contrat d'association paraît incassable. Et je veux, pour l'illustrer, évoquer une situation. Avant d'évoquer une constatation, j'ai demandé à tous ceux que je rencontrais s'ils avaient des exemples de rupture de contrat d'association. Ça m'intéressait, comment est-ce qu'on arrête un contrat d'association. Un seul ancien DGESCO, qui avait été recteur, m'avait évoqué un cas, à sa connaissance. C'était dans le sud-ouest de la France, dans l'académie de Toulouse, dans les années 80. Ils avaient rompu un contrat d'association parce qu'ils pratiquaient des saluts nazis dans l'établissement. Donc vous savez que c'était fondé. Il aurait probablement fallu fermer l'établissement en plus de rompre le contrat. Parce qu'on peut rompre le contrat, puis après l'établissement peut rester ouvert, il est hors contrat. Mais... c'est le seul exemple. Attendez, hein, je reviens. Hein. Ce système fonctionne depuis 1959. Il y a 7500 établissements, il y en avait 10 000 même dans les années 70.
Et on a un seul exemple de rupture de contrat d'association. Donc ce contrat, il est éternel. Il n'est jamais cassé, même quand il y a des dysfonctionnements très graves, ou graves, qui doivent être corrigés. Alors il est incassable, sauf, et là c'est l'actualité récente, sauf dans le cas très particulier, très particulier, de deux établissements, très particuliers, parce que se rattachant à un autre réseau, le réseau musulman. Le réseau musulman, c'est 11 établissements sous contrat en France. 11 sur 7500. C'est rien, c'est strictement rien. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure sur la raison de ce très faible nombre d'établissements sous contrat musulman. Pourtant, ces derniers mois, 2 d'entre eux ont vu leur contrat d'association être rompu. Dans le Rhône et à Lille, le lycée Averroès. Concernant le lycée Averroès, le contrat d'association a été rompu par le préfet, sur commande manifestement du ministre de l'Intérieur, peut-être même sur une commande politique plus haute encore, puisque j'ai découvert dans le cadre de ma commission d'enquête, je me suis servi aussi de cette commission d'enquête pour aller saisir des documents, j'ai découvert que le directeur de cabinet du Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, directeur de cabinet du Premier ministre, s'occupait du cas du lycée Averroès de Lille. Je ne sais pas s'il y a peut-être des enseignants dans la salle, des gens qui connaissent un peu le fonction significative. Un lycée qui, à l'heure du jour du travail, est un directeur de cabinet d'un Premier ministre, j'ai rarement vu ça, et dans la correspondance que j'ai récupérée, il est en train de discuter avec le préfet du Nord, et ils sont en train, entre eux, de discuter du motif dont ils savent qu'il est fallacieux, qu'ils utiliseront pour justifier alors là, en l'occurrence, pour être précis, c'était pour ne pas contractualiser sur certaines classes de l'établissement. Bon. Mais donc une attention très forte et un dossier qui a été présenté dans une commission pour parvenir à la rupture du contrat qui est tellement scandaleux que le tribunal administratif de Lille a rétabli le contrat. Jusqu'à ce qu'Elisabeth Borne, qui était une des autres ministres, parmi les nombreux qui se sont succédés, ait fait appel de la décision du tribunal administratif. Donc je résume, contrat incassable, jamais brisé, sauf avec là une volonté politique très forte, récemment, dans deux occasions, en visant systématiquement des établissements se rattachant au réseau musulman. Alors il est opaque, il est hors de contrôle, il évolue aujourd'hui, de mon point de vue, aux limites du cadre légal, ce système de financement public des établissements privés sous contrat, d'abord parce qu'il a fait émerger un dialogue de gestion absolument opaque lui aussi, et qui est non prévu par les textes. La loi Debré, et on va sans doute en parler ce soir, moi je pense qu'on peut s'en servir de la loi Debré. La loi Debré, elle organise la relation entre l'État et les établissements sans aucun intermédiaire. Elle est très claire. Le contrat il est passé entre le chef de l'établissement et l'éducation nationale, sans intermédiaire. Or, depuis les années 50, à la faveur de tout un tas de circonstances, ont émergé des intermédiaires, et un au premier chef, qui capte aujourd'hui la relation entre l'État et ses établissements. Et cet intermédiaire, c'est le secrétariat général à l'enseignement catholique, qui dit représenter 96% des 7500 établissements privés sous contrat. Le secrétariat général à l'enseignement catholique n'est pas une instance représentative. Ça n'est pas une organisation syndicale, une organisation patronale. Le secrétariat général à l'enseignement catholique est décrit dans certaines notes, là encore, que j'ai saisies, adressées au ministre de l'Éducation nationale, notamment quand ils prenaient leur fonction, comme un lobby. Pourtant, il est reçu à un intervalle qui varie en fonction des ministres, mais à un intervalle sidérant, plusieurs fois par an, parfois presque tous les mois, par le ministre et son cabinet, exigeant toute une série de choses dans une opacité absolue. Il n'y a aucun compte-rendu de ces discussions. Moi, j'en ai saisi des comptes-rendus, mais c'est parce que j'avais le pouvoir de saisir grâce à la commission d'enquête. Dans ces échanges, un dialogue de gestion s'est institué. Et chaque année, le secrétariat général de l'enseignement catholique vient négocier avec l'État les moyens, la répartition des moyens publics affectés, diocèse par diocèse, à l'enseignement catholique. C'est absolument contraire à la loi Debré, qui, je le redis, fonde une relation directe entre l'État et les établissements. C'est absolument contraire à la loi de 1905. Et puisqu'on en célèbre les 120 ans, un peu en retard, je le reconnais, et je voulais l'évoquer, que c'est pour moi là aussi que ce fonctionnement ne se situe plus dans les cadres de la loi. L'article 2 de la loi de 1905 dit que l'État ne reconnaît, le salarié ne subventionne aucun culte.
pourtant, un dialogue de gestion est organisé chaque année. Il est étroit entre le SGEC, le secrétaire général de l'Assemblée catholique, et l'État. Par distinction avec tous les animateurs des autres réseaux qui existent dans l'enseignement privé, il y a le réseau musulman, protestant, juif, de langue régionale, un qui se dit laïque aussi. Le secrétaire général, Guillaume Prévost, aujourd'hui, est-ce que vous savez par qui il est nommé? Il est nommé par la conférence des évêques de France. Et donc, il a une légitimité qui lui vient du pouvoir religieux. Et donc, il est un personnage qui anime un réseau, mais en même temps, il a une dimension spirituelle. Et donc, je résume, l'État, le ministère de l'Éducation nationale, reçoit un représentant des évêques chaque année dans l'opacité la plus totale, alors que ça n'est prévu par aucun texte, et discute avec lui de l'allocation de pas moins de 9 à 10 milliards d'euros d'argent public par an. Voilà la réalité du fonctionnement de ce système, depuis des décennies. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe au niveau des rectorats, avec des directeurs diocésains qui viennent rediscuter de la répartition du paquet qu'ils ont obtenu de la discussion nationale. Et cette situation, elle est scandaleuse pour un républicain, attaché à la laïcité. Elle est scandaleuse aussi pour un républicain attaché à l'égalité de traitement de toutes et tous devant la loi. Parce que cette situation, elle induit aussi un traitement discriminatoire des établissements privés sous contrat, et donc de leurs élèves, en fonction du réseau auquel ils se rattachent. Car c'est fou, mais l'État a mis des lunettes confessionnelles dans l'organisation de cette relation avec le privé sous contrat. La loi Debré, je veux insister là-dessus, elle ne parle jamais d'établissements catholiques, jamais d'établissements protestants, juifs. Elle parle seulement d'établissements à caractère propre. Mais c'est très important. Parce qu'en principe, l'État ne devrait voir que des établissements à caractère propre. Or parce qu'il a choisi cet interlocuteur, le secrétaire général à l'enseignement catholique, d'abord il voit les établissements catholiques que lui-même voit comme catholiques. Et il discute d'abord avec eux. Et puis ensuite, il y a les autres. Et pour les autres, ça ne se passe pas bien. Pour les autres, je vous ai parlé de ce qui leur arrivait aux établissements musulmans. Tout à l'heure, je vous ai dit un contrôle tous les 1500 ans, un contrôle tous les 6 ans sur 1139 établissements. Le lycée Averroès, je crois que c'était 13 contrôles en 2 ans. Tout. Éducation nationale, chambre des comptes régionales, préfecture, tout ce qui était possible, ils l'ont fait. Et c'est un scandale, parce que ce contrôle qui est concentré ici, il manque ailleurs. Et ailleurs, il y a des enfants qui sont détruits. Je vais en parler juste après. Mais je vous disais que les contrats n'étaient jamais brisés, sauf pour les musulmans. Au point où la justice considère que c'est illégal. C'est pas juste moi qui considère que c'est un scandale. La justice a dit, le tribunal a dit que c'était illégal et a rompu et a brisé cette décision. Et je vais vous dire que, je vous disais qu'il n'y avait que 11 établissements privés sous contrat musulman, c'est parce que aussi la loi Debré, elle parle de ce qu'on appelle un besoin scolaire reconnu. Un peu confus comme expression. Mais c'est le besoin scolaire reconnu qui doit être constaté pour permettre la contractualisation, c'est-à-dire pour permettre le financement d'une classe. C'est quoi le besoin scolaire reconnu? Bon, en principe, c'est qu'il y a des familles qui inscrivent des enfants dans un établissement à caractère propre ou dans l'enseignement public. Et je vais vous donner un exemple que j'avais travaillé dans la mission d'information, pas très loin, à Marseille, dans le quartier Euromède. Vous savez comme moi qu'il est en croissance démographique, il y a plein de gens qui s'installent là. Bon. Dans le quartier Euromède, tous les collèges publics sont débordés. Il n'y a plus de classe. Il y a Cité Internationale aussi là-bas, qui capte, qui est la réponse du rectorat pour dire si, il y a une ouverture de public, c'est la Cité Internationale. Vous savez comme moi que c'est pas un public, c'est un public qui trie ses élèves. Bon. Il y a un collège jésuite qui s'ouvre. Il s'ouvre comme une annexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, ça leur permet de capter immédiatement du financement public. En principe, il faut attendre 5 ans. Là, ils le captent directement. Et bien, il se trouve que par ailleurs, dans le même périmètre, il y a un établissement musulman qui s'appelle Ibn Khaldoun, qui a quelques classes sous contrat, mais pas beaucoup, et dont les classes débordent elles aussi. Et donc, je demande au recteur, à l'époque d'Aix-Marseille, maintenant il est à Paris, je demande, je ne comprends pas, monsieur le recteur, pourquoi on est dans le même endroit,
Les classes débordent partout, elles débordent dans le public, il n'y a pas de collège public qui ouvre à part votre site international. Elles débordent dans l'établissement musulman, là vous ne donnez pas de moyens supplémentaires, vous ne contractualisez pas. Et puis, il y a un collège jésuite, là par contre vous mettez le paquet, quoi. C'est toutes les classes sont sous contrat directement. Il me répond, je croyais qu'il me répond ça, il me répond, vous savez bien monsieur le député. Je dis, pourquoi ça? Vous savez bien monsieur le député. Je dis, non, je ne sais pas pourquoi monsieur le directeur. Et il me répond qu'il y a des enjeux de sécurité intérieure. Moi je veux bien, attendez, je prends pas ça, ça existe, l'endoctrinement, l'embrigadement, ça existe, hein. Le terrorisme islamiste, si c'est à ça qu'ils pensaient, ça existe, il faut le combattre. Mais ça ne peut pas se limiter à, vous savez bien monsieur, il doit y avoir des éléments, il doit y avoir une enquête, une procédure judiciaire, l'établissement doit être fermé s'il est dangereux pour les élèves et pour la société. Qu'est-ce qui explique cette façon de parler de cet établissement en particulier autrement qu'un traitement discriminatoire, raciste, islamophobe? Et vous voyez que la dérive totale de ce système, qui est dans l'opacité, et qui ne respecte même pas la loi et la loi Debré, qui traite de façon discriminante les établissements, qui les confessionnalise, voilà le caractère insupportable de la situation telle qu'elle est maintenant. Et que moi je veux abattre. Et je veux l'abattre parce que, et c'est là où tout ça a pris un tour autrement plus dramatique que ces histoires de contrôle public. Tout ça, cet abandon total de l'État, ce renoncement total à aller voir ce qui se passait là-bas, à assumer ce qui est inscrit dans la loi, les contrôles sont prévus. Tout ça, ça a conduit à l'État. Ça a conduit dans des dizaines d'établissements à travers le pays, et encore aujourd'hui sans doute, à ce que des enfants soient la proie d'agresseurs, de pédocriminels, de bandes de pédocriminels organisés pendant des décennies parfois. Parce qu'ils ont été complètement abandonnés, ces enfants. Parce qu'il n'y avait aucun inspecteur qui venait voir. Parce qu'il n'y avait aucun élu qui assumait de regarder ce qui se passait à l'intérieur de ces établissements qui fonctionnaient en vase clos, même si beaucoup perçaient de ce qui s'y passait et beaucoup savaient de ce qui s'y déroulait. Et le scandale absolu, il est là. Et c'est ça que l'affaire Betaram dit. Elle dit les conséquences terribles d'un choix politique. C'est pourquoi ces violences, les violences sur les enfants à l'école, d'abord, sont celles sur les enfants à chaque moment de leur existence. Les violences sur les enfants ne se limitent pas au temps scolaire et au temps périscolaire. Elles nous choquent parce qu'en principe, l'école, elle éduque, elle protège les enfants. Elle est là pour ça. Et les familles confient leurs enfants à l'école. Mais si certaines familles choisissaient aussi des établissements violents, voyant en cela une sorte de produit d'appel. Pour le privé sous contrat, qui faisait de cette violence, l'idée de faire marcher droit les enfants, un produit d'appel, dans une logique concurrentielle que ce système organise. C'est pourquoi ces violences qui sont des violences de masse, car là aussi il n'existe aucune estimation, mais c'est probablement à minima des dizaines de milliers de personnes ces dernières décennies qui ont été victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles dans ces établissements. Et je veux vous dire que ces personnes, elles sont là. Elles sont avec nous. Et que ces violences, elles accompagnent des vies entières. Combien d'hommes de 70 ans, 80 ans ai-je rencontré, me parlant de toute une vie, traversée par les violences dont ils avaient été les objets enfants. Ce sont des violences de masse, et ce sont des violences politiques. Parce que tout ça vient de celles et ceux qui, pendant 50 ans au moins, ont agité le spectre de la guerre scolaire pour interdire toute discussion sur ce sujet de l'école privée dans notre pays. Et pendant 50 ans, depuis 1984, si on veut chercher au moins, ça a marché du feu de Dieu. Le rayon paralysant de la guerre scolaire a empêché tout débat, toute discussion, et plus encore toute réflexion, toute volonté de changement, toute transformation d'un système qui broyait et broie encore des milliers, des dizaines de milliers, peut-être davantage d'enfants. Et là c'est là le scandale.
que François Bayrou a résumé d'un certain point de vue. Dans son mensonge, dans son comportement, dans son inaction absolument coupable, alors qu'il avait tous les moyens pour agir, comme député, comme président du conseil départemental, comme ministre de l'Éducation nationale, et qu'il a choisi de couvrir politiquement cet établissement dans lequel ses enfants, sa femme travaillaient, au cœur de sa circonscription, il avait tous les éléments. Il savait, il a reçu des rapports d'inspection qui décrivaient des supplices abominables faits sur les enfants. Il a choisi de ne rien faire à l'époque, il a choisi de mentir à l'Assemblée nationale, en commission, devant tous les Français qui le regardaient, devant les députés. Il a parlé de claque éducative, en revendiquant le geste dont il s'était glorifié sur un enfant dans une campagne présidentielle. Comme s'il n'y avait pas un lien entre l'insulte, la claque, pas un lien mécanique, mais un continuum. Le viol. C'est sa fille d'ailleurs qui a très bien expliqué ça. La claque, elle sert à quoi? La claque, tout le monde la voit. Elle sert à dire à tous ceux qui voient, taisez-vous. Et elle permet le viol après. Elle permet l'agression sexuelle. Cette culture de la violence sur les enfants, elle est encore largement partagée dans notre pays, et à cause d'irresponsables comme François Bayrou, elle est encouragée. Et politiquement, ces gens sont organisés. Et politiquement, sur la souffrance des enfants, sur la vie des enfants, parce que tout ça conduit aussi au suicide de certains d'entre eux. Ces gens défendent des intérêts financiers, je vous les ai décrits, et des intérêts sociaux. L'intérêt d'une société ségrégée, où les jeunesses sont séparées. Car l'école privée, en France, c'est pas moi qui le dis, c'est les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, c'est la DEP, c'est la principale cause de l'aggravation des inégalités sociales et scolaires dans notre pays. C'est aussi ça que ce système produit, et il est subventionné par de l'argent public. Nos impôts financent l'aggravation des inégalités sociales. Et ont financé pendant très longtemps, j'espère que ça va changer, je vais vous en parler, un système qui a ravagé des vies entières. Et probablement encore aujourd'hui, je m'empresse de préciser pour ne pas être caricatural que ces violences concernent aussi les établissements publics. C'est d'autres mécanismes, c'est pas exactement les mêmes mécanismes, on n'a pas observé des groupes d'agresseurs dans le public, agissant si longtemps, mais dans le public aussi, il y a des agresseurs, il y a des violeurs, des enseignants, des adultes qui ont brisé les vies d'enfants et récemment. Je veux dire, pour ne pas simplifier le sujet à uniquement la question de pression contrat, même s'il y a beaucoup de spécificités, c'est le principal sujet de ce soir. Alors je vous disais que moi je veux abattre ce système. Il m'écoeure, il me révolte. On parlera peut-être de la façon dont je cherche à m'y prendre. Mais nous avons une occasion de le faire avec la proposition de loi qui vient en séance lundi prochain. Elle a été votée en commission mardi dernier. Elle est issue directement de la commission d'enquête que j'ai conduite avec de l'Explique-Bout, et c'est la reprise de toutes les recommandations qui sont d'ordre législatif de notre commission d'enquête. Ce travail, c'est le début, il commence par ma question au gouvernement, à François Bayrou, celle que vous choisissez de l'ancien. C'est un travail de député. Le gouvernement ne nous a jamais aidés. Jamais. Jamais. Et là, ils essayent de nous saboter dans ce moment, dans la coulisse, ils n'osent pas le dire, et ils essayent de taper notre texte de loi parce que lundi, à cause des manœuvres de Gabriel Attal, ce vil politicien qui ne voulait pas qu'il y ait un insoumis co-rapporteur de ce texte, vous imaginez, hein, son sujet c'est ça. Ah, pour ça, il a saboté tout un travail, il a empêché l'inscription de ce texte dans un moment qui à l'Assemblée nous aurait permis d'avoir le temps des débats qui sont indispensables, ils sont légitimes, et d'aller au bout. Pour empêcher ça, il a repris le texte à la virgule près, il m'a éjecté du truc, mais surtout le plus grave, c'est que lundi les débats vont commencer à 16h et à minuit, ça s'arrêtera. Et s'il nous manque 10 minutes, bah ce sera foutu. À cause de ce choix de Gabriel Attal, le misérable politicien qui est dans sa campagne présidentielle et dont le principal sujet, c'est ça, et la question de la vie des enfants, parce que cette loi peut sauver des vies d'enfants, et elle peut sauver des vies d'enfants à partir de la rentrée prochaine, parce que je suis convaincu qu'elle peut être adoptée d'ici à la rentrée prochaine. On va être devant une difficulté très grande. Je vais vous dire, pour moi là, c'est qui tout doux. Je ne sais pas si ça marche. Ce que je sais, c'est qu'il y a une majorité très grande à l'Assemblée, parce que je l'ai vu dans la commission. Il y a eu 0 voix contre à la fin. Y compris de l'extrême droite, qui est aujourd'hui le principal relais des intérêts de l'école privée en France. Ils n'ont pas osé voter contre. Ils ont combattu plein d'articles, ils ont essayé de vider la loi de sa substance, mais ils n'ont pas osé voter contre à la fin. Donc il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour voter cette loi. Elle est en procédure accélérée, ce qui veut dire qu'elle va aller au Sénat, ils vont la rejeter, et qu'ensuite il y a une CMP, et donc ça peut rentrer vite là en vigueur. Mais il reste l'obstacle de lundi. Et il y a des députés qui se comportent de façon lamentable. Il y en a une, elle s'appelle Perrine Goulet,
c'est la présidente de la délégation des droits de l'enfant. Elle est du modèle, le parti de François Bayrou. Je ne l'ai jamais vue là, depuis un an, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue dans les débats en commission. Elle vient de déposer 31 amendements à elle toute seule. 31 amendements à elle toute seule, c'est le meilleur moyen de tuer notre proposition de loi. Donc nous faisons face à des irresponsables comme cela. Je vous l'ai dit, ce sont des violences politiques. Il y a des responsables politiques, pas tous les politiques, hein. Un camp bien particulier. Ils sont encore là, et aujourd'hui l'extrême droite est leur principal porte-voix. Mais il y a des irresponsables aussi, il y a des gens qui ne vont pas accepter que François Bayrou soit embarqué dans tout ça. Moi, François Bayrou, je vais lui poser une question innocente. C'est lui qui a choisi de mentir. C'est lui qui a créé l'affaire Betterave, par son inaction à l'époque, par son mensonge aujourd'hui. Et c'est lui que les Palois ont chassé d'ailleurs, à mon avis, largement de cette proposition de loi. Qu'est-ce qu'elle changerait? Pas tout. Mais, d'abord, elle permettrait, c'est l'article 1, que la nation reconnaisse solennellement les victimes des violences commises en milieu scolaire et périscolaire. Et ça, je vais vous dire, c'est un message super important pour les victimes. Parce que, le plus souvent, à cause des délais de prescription, elles n'ont jamais obtenu la moindre reconnaissance et réparation de la société, des institutions. Et cette reconnaissance, qui diagnostique aussi la faillite de l'État, parce qu'il a échoué dans ses missions de contrôle, il ne les a pas assumées. Elles sont prévues par la loi, et je vous l'ai dit, il ne les assumait pas. Eh bien, c'est l'article 2, elle prévoit la création d'un fonds d'indemnisation. Il doit permettre à ces victimes de trouver une réparation et doit permettre leur reconstruction sociale, psychologique, en termes de santé. Et c'est très important parce que, voilà, aujourd'hui, c'est une impasse pour ces personnes. Il n'y a aucune réponse sociale après les crimes dont elles ont été les victimes. Cette loi, c'est une loi républicaine. Elle dit que dans notre pays, rien n'est au-dessus de ce que les représentants du peuple, les députés, écrivent et votent. Et donc là, son article 9, elle considère qu'aucun secret professionnel pour les ministres du culte ne peut s'opposer à la dénonciation de certains crimes. Un prêtre qui recevrait en confession la confession d'un crime sur un enfant qui en confession dirait être victime d'un crime de la part d'un adulte, les prêtres, depuis une circulaire de 2004, peuvent revendiquer être astreints en secret confessionnel en la matière. Eh bien, nous disons non, l'intérêt de l'enfant est supérieur à cet endroit-là, et la loi religieuse, ça n'est pas une attaque contre un sacrement catholique, je le dis tout de suite, nous n'avons aucune intention d'empêcher le droit de la confession, le secret de la confession. Tant que les catholiques voudront le secret de la confession, ils s'organisent librement, c'est la liberté du culte. Mais là, l'intérêt de l'enfant est supérieur, et c'est ce que dit cette loi. L'article 7 renforce le contrôle des établissements. Je vous le disais, il était inexistant. Ce que nous avons fait depuis quelques mois a conduit à ce que le ministère, tout soudainement, commence à faire les choses. Et Léo l'a dit, c'est incroyable. Mais le ministre, il a rendu compte récemment dans une interview à La Croix, je ne sais pas pourquoi il a acheté le journal, mais il est allé à La Croix pour dire qu'il y avait... En fait, c'est plutôt 1000, apparemment, plutôt 1000 contrôles. Sur 1000, rendez-vous compte qu'il y a à peu près 400 contrôles qui ont trouvé des dysfonctionnements qui ont conduit à des mises en demeure, pour des motifs très variés. Mais c'est dingue, je veux dire, 40% des situations posent problème. Et la constatation du ministre, c'est bien, on contrôle, ça avance. C'est hallucinant. Il a sous les yeux l'ampleur du problème, il ne le relève même pas, c'est volontaire. Hein. Mais l'article 7 garantit un contrôle financier, pédagogique, administratif au moins une fois tous les 5 ans dans les établissements privés sous contrat. Au moins une fois tous les 3 ans dans ceux disposant d'un internat dans le second degré. Tous les ans pour les internats du premier degré. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Parce que c'est dans les internats que les élèves sont les plus vulnérables aux agresseurs. L'article 8 crée une instance nouvelle, peut-être qu'on en parlera, le Conseil académique de l'enseignement privé, qui vise à garantir un pilotage public sous l'autorité du recteur. Jusqu'ici, c'était au préfet qu'on confiait ça. Vous avez vu tout à l'heure, les préfets, les contrats qui sont censés signer, dans 21% des cas, il y en a plus. Ils ne s'en occupaient jamais. Et ce conseil reprend des prérogatives qui sont, c'est un peu technique, dans les conseils académiques de l'éducation nationale et dans des commissions qu'on appelle des commissions de concertation qui existent dans la loi, qui se réunissaient jamais, sauf pour casser le contrat d'AVOS. Et qui, en principe, c'est dans la loi, on reprend ces compétences dans l'instance nouvelle créée, par financement public, contrôle du financement public, mixité sociale, passation et exécution du contrat. Tout ça, c'est vachement important. Jusqu'ici, c'était confié à une instance qui n'était jamais réunie. Désormais, sous l'autorité du recteur, ça devra se réunir systématiquement et il devra y avoir un contrôle, un suivi de la part de la puissance publique de ces établissements privés sous contrat. Enfin, c'est désormais le recteur qui co-signera avec le préfet de contrat. Ce qui est un changement. Ce
C'est la logique, puisque on relève ces établissements d'après le code de l'éducation, du service public d'éducation. Et puis, le contrat sera renouvelé. Donc, ça veut dire qu'il doit être rediscuté. C'est-à-dire que chaque année, on fait le point. Vous en êtes où? Qu'est-ce qui se passe? On vous a dit, là, sur la mixité, il fallait faire ceci. Sur le financement, il y a un problème. Sur le... vous en êtes où? Et puis, on a créé des sanctions dans la loi. Nouvelles, et une échelle pour les appliquer. Voilà ce que prévoit cette loi. Cette loi, elle peut changer des choses fondamentales. Un, elle peut sauver des vies d'enfants. Deux, elle réorganise très profondément l'organisation du système public, du système d'enseignement en France, les relations entre l'État et les établissements privés sous contrat. Et je conclue là-dessus. Et pour moi, c'est déjà la victoire. Je ne sais pas ce qu'on va venir lundi prochain. Mais ce que nous avons fait depuis quelques mois, c'est un travail politique qui, je crois, marque l'entrée dans une nouvelle ère. J'ai parlé de celle de l'Omerta, du rayon paralysant de la guerre scolaire, qui pendant 40 ans a empêché de développer tout ça. Désormais, il est possible d'en parler. J'ai la conviction que le débat ne se refermera pas. J'ai la certitude, je l'ai constaté mardi, qu'il y a maintenant une majorité pour faire changer profondément ce système politique dans l'Assemblée telle qu'elle est. Elle est quand même compliquée. Et je suis donc certain, vous connaissez cette phrase de celui qui disait que les victoires culturelles précèdent les victoires politiques. La victoire culturelle, je pense qu'on est en train de les sondages qui montrent un retournement dans l'opinion sur le temps long vis-à-vis des établissements privés sous contrat. Et donc soyez certains de ma volonté et de celle de la France Insoumise de poursuivre ce travail de façon à garantir la protection des enfants et de façon à garantir le fait que la puissance publique, et ça c'est une question démocratique fondamentale, reprenne la main sur ces établissements qu'elle finance, parce qu'il en va, en dernière instance, de la protection de 2 millions d'enfants. Je vous remercie et on passe aux questions.